15 octobre 2023. Paul Vary, un cycliste parisien, décédait tragiquement dans un accident causé par un choc avec une automobile. Le véhicule, une Mercedes GLE. Signe distinctif, auto appartenant à une catégorie désormais bien ancrée dans le paysage routier français, les SUV. Quelques semaines plus tard, le sénateur Ian Brossat déposait une proposition de loi pour interdire les SUV dans toutes les villes françaises. Dans le détail, sont concernés par ce projet les véhicules électriques pesant plus de 2 tonnes et les véhicules thermiques dépassant 1,8 tonne. Selon les paroles du député, ce type de véhicule serait plus accidentogène, plus lourd et donc plus dangereux. Le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes montait immédiatement au créneau, qualifiant cette mesure de stupide. Si d'aucuns s'émouvront avec justesse de la tentative de récupération politique du drame du 15 octobre, il ne fait toutefois pas de doute que les arguments avancés par le sénateur communiste méritent que l'on s'y penche sérieusement. La fameuse citation du non moins fameux Edward Deming restant toujours l'ADN de la chaîne, nous vous proposons de vérifier ceci à l'autel des chiffres. Acronyme de l'anglais Sport Utility Vehicles, les SUV peuvent se définir comme une sorte de croisement entre 4x4 et berline. Ils se caractérisent par une carrosserie évoquant celle d'un tout-terrain, conséquence d'une garde au sol surélevée, ainsi que par des cotes en hauteur supérieures aux berlines. Ne proposant pas systématiquement des systèmes de transmission intégrale et à part leurs dimensions imposantes, ils n'ont quasiment rien en commun avec les véhicules tout-terrain. Dans les faits, tant les besoins réels des automobilistes que l'impossibilité pour ces véhicules de sortir du moindre sentier battu ont l'effet suivant. La prolifération de ce type de véhicules sur toutes les routes françaises et au premier rang desquelles les voies urbaines. Si les effets délétères de ce phénomène sur la pollution sont aujourd'hui bien documentés, des voix de plus en plus fortes pointent une autre de ses conséquences graves, l'augmentation des risques de blessures, voire de décès, pour tous les usagers de la route. Et en priorité pour les piétons et les cyclistes. Une étude datant de 2022 et publiée par l'Université américaine de l'Illinois compilait les résultats de plus de 23 000 dossiers médicaux d'accidents routiers impliquant soit un véhicule et un piéton, soit un véhicule et un cycliste. Les résultats font froid dans le dos. Bien que le véhicule impliqué dans les accidents répertoriés ne soit un SUV que dans seulement 14,7% des cas, ce type de véhicule a provoqué plus de 25% des décès de piétons ou cyclistes heurtés. Une étude plus récente, compilant les données en provenance de 18 000 accidents, et menée cette fois par l'Insurance Institute for Highway Safety, corrobore ces résultats. Selon celle-ci, les pick-up et SUV dont la hauteur du capot est supérieure à 1 mètre sont 45% plus susceptibles de causer des décès dans des collisions avec des piétons que les voitures de tourisme au capot incliné. Mais les SUV moins imposants et au capot moins abrupt ne font pas beaucoup mieux. Exemple, le Mazda CX-9 dont la probabilité de tuer un piéton est, selon la même étude, supérieure de 26% à celle d'une berline. Mais les résultats sont encore plus effrayants lorsque l'on se penche sur l'âge des victimes. L'étude citée plus haut rapportait en effet que la probabilité qu'un enfant heurté par une automobile décède est 8 fois supérieure lorsqu'il s'agit d'un SUV plutôt qu'une voiture de tourisme. Dans le même temps, une récente étude suisse révèle que les accidents de type responsabilité civile provoqués par les SUV au global sont supérieurs de 10% à ceux provoqués par les autres types de véhicules de tourisme. Pour les plus gros SUV, ce chiffre monte même à plus 27%. Mais vous risquez maintenant d'être surpris par l'information suivante. L'augmentation de l'accidentologie due au SUV ne touche pas que les usagers de la route externes à celui-ci. Car ces véhicules sont, bien plus que les berlines, sujets à un risque accru, celui de partir en tonneau.
c'est que l'augmentation de la hauteur de la carrosserie d'un SUV ainsi que la hausse du poids global de l'engin en comparaison d'une berline a pour effet principal la hausse de son centre de gravité. Et avec celle-ci, l'augmentation du roulis subi par la caisse du véhicule. Et en cascade, la hausse de la probabilité de retournement du véhicule lors d'une manœuvre d'urgence telle que l'évitement d'un animal, par exemple. Les chiffres en provenance de la NHTSA, administration états-unienne en charge de la sécurité routière sur autoroute, sont clairs à ce sujet. Dans le cas d'accident sans autre véhicule impliqué, la probabilité pour une berline de partir en tonneau s'élève à 10%. Pour les SUV et dans les mêmes conditions, cette valeur peut atteindre 23%. Plus de la moitié de tous les décès accidentels impliquant un seul et unique véhicule sont causés par le fait que le véhicule est parti en tonneau. La quasi-totalité des accidents durant lesquels un SUV part en tonneau n'implique aucun autre véhicule, ce qui confirme que c'est bien le SUV lui-même qui est intrinsèquement déséquilibré. Et finalement, partir en tonneau dans un SUV augmente le risque de blessures graves de plus de 36% par rapport au même type d'accident dans une berline. Mais vous allez voir que même durant un accident bien moins spectaculaire et bien plus courant, le SUV est toujours moins sûr qu'une berline. Penchons-nous sur le comportement d'un véhicule en cas de choc contre un objet rigide et peu déformable tel qu'un mur. Lorsqu'un corps est mis en mouvement, il emmagasine de l'énergie. Cette énergie, appelée énergie cinétique, est égale à 0,5 fois la masse du véhicule multipliée par sa vitesse au carré. L'énergie cinétique acquise par un objet tel qu'un véhicule est donc directement proportionnelle à la masse de celui-ci. Lorsqu'un véhicule ralentit de manière traditionnelle, cette énergie cinétique est transformée en chaleur sous l'effet du frottement des plaquettes ou mâchoires de frein sur les disques ou dans les tambours. Une partie de cette énergie peut également être récupérée dans le cas de véhicules hybrides ou électriques, par exemple lorsque la motorisation se transforme en génératrice. La survenue d'un choc peut être assimilée à un ralentissement brutal. Dans un tel cas, la totalité de l'énergie accumulée devra être absorbée dans un temps extrêmement court. La grandeur physique s'en faisant l'écho est l'accélération qui, dans ce cas, prendra une valeur négative. Si l'on prend comme exemple la collision frontale d'un véhicule contre un mur, l'accélération négative que subit le véhicule ainsi que ses occupants se calcule en faisant la différence des vitesses divisée par le temps qu'a duré le crash. Dans le cas d'un crash à 90 km/h ou 25 mètres par seconde durant 1/10 de seconde, l'accélération subie par le véhicule est donc de moins 250 mètres par seconde carré. C'est ici qu'intervient la deuxième loi du mouvement de Newton. Selon celle-ci, la force en newton qu'un objet exerce sur un autre objet est égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération. En reprenant l'exemple ci-dessus, dans le cas d'un véhicule pesant 2 tonnes, la force appliquée sur le mur au moment du choc sera donc de 500 000 newtons, autrement dit approximativement 51 tonnes. Si maintenant le véhicule ne pèse que la moitié, autrement dit 1 tonne, la force appliquée sur le mur au moment du choc sera divisée de moitié. Il est donc aisé de comprendre que moins un véhicule est lourd, moins l'énergie à absorber par ce véhicule ainsi que par ses occupants en cas d'accident est élevée. Et que donc un SUV proposera généralement moins de protection à ses occupants que la berline dont il partage la plateforme. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.